Bienvenue tout le monde dans un nouvel épisode de Let's Fight, numéro 5, dans lequel on avait envie de parler du Hall of Fame des années 90 à 2000. Donc le Hall of Fame des premiers fighters qui ont bâti la MMA qu'on connaît aujourd'hui. Comme d'habitude, pour m'aider avec ça, j'ai mon co-host Jérémy et mon co-host Jean-Michel avec moi. Comment vous allez les gars? What's up? Salut! Hello! Ça va bien? Toi, que ça va? Oui. Oh, on aime ça, on aime ça. Moi, je suis tellement excité par le sujet d'aujourd'hui, guys. Tu t'en peux plus. C'est parce que moi, j'ai tellement ri à faire mon line-up, là. Je veux dire, je suis comme un peu mort en dedans. C'est tellement drôle ce que j'ai écouté, là, pour... Oh my God. OK. Comprendrez. Je suis plus capable. On peut l'expliquer brièvement, là. Dans le fond, le thème de l'épisode cette semaine, c'était de faire un Hall of Fame, parler des combattants qui ont marqué la MMA. Puis notre cher Monsieur Rochelot, Jean-Michel Lakota, a décidé de manière très altruiste de faire un Hall of Shame de son côté. Fait qu'aujourd'hui, on va vous présenter 5 fighters qui ont complètement changé l'histoire par leur talent et 5 fighters qui ont changé notre perspective de l'histoire par leur incompétence. Ah, j'ai hâte. OK. Fait qu'en numéro 1 du Hall of Fame, on avait proposé par Kurz Kazushi Sakuraba, le Gracie Killer himself. Parle-nous-en un peu. Monsieur Sakuraba, si ça fait un petit moment que vous écoutez les épisodes de Let's Fight, vous savez que je suis un fan fini de ce Nippon, grand fan de cigarettes et d'alcool fort. Oui, parce que ce gars-là, il vient du shoot fighting, il vient du pro wrestling japonais. Un petit background en arts martiaux traditionnels comme pas mal tous les Nippons. Et avec la fâcheuse habitude de fumer un paquet de clopes et de boire une bouteille de fort avant chaque combat. C'est la base, hein? Oui, c'était la base. Puis ce gars-là, il est quand même bon, il est quand même costaud, mais en comparaison aux mecs contre qui il se battait, les gars les gars qui l'affrontaient, on dirait une guenille. Une guenille made in Japan. Mais une guenille qui va te foutre une raclée et que tu ne peux pas mettre KO. Tu la mets dans ton linge sale, elle revient toujours sur le top de ton lit. C'est fou parce que Sakuraba il disait non à aucun fight, là. Tu faisais 2 fois son poids, t'avais 1 pied de plus que lui. C'est comme, c'est bon, je vais être là. Ah, il était fou, ce gars-là. Puis son surnom, c'est The Gracie Killer, The Gracie Hunter. À l'époque, les frères Gracie, ils arpentaient toutes les divisions de MMA dans le monde, essentiellement avec UFC et le Pride quand même. Ils dominaient vraiment, là, c'était... Ils gagnaient presque tous leurs combats. C'était pas nécessairement les combats les plus flashy non plus. On s'entend, c'est les Gracie. Mais ils savaient ce qu'ils faisaient et personne réussissait à passer leur game, à passer leur garde, à aller au-delà de cela. Puis là, t'as un Japonais qui est pas spécialement connu, encore moins à l'époque, parmi le roster. Ses premiers combats qu'il faisait, je me souviens plus nécessairement contre qui, mais il me semble qu'il a commencé au Pride numéro 3. Il a commencé en UFC en 1996, en 27 ans, contre Kimo. Bon, c'est ça. Puis il a perdu contre Kimo sur un choke. Puis après ça, il a continué dans le Pride, puis il se battait à chaque mois, chaque 2 mois, puis il gagnait tous ses combats. Lui, là, il est quelqu'un que, comme, il apprend, là. Comme, je l'ai pas vu souvent perdre 2 fois de la même façon. S'il perdait d'une façon, après ça, il faisait tout pour plus jamais que ça y arrive. Puis il a battu 4 frères Gracie. À la fin, il restait juste Rickson sur le tas, dans ceux qui faisaient du MMA, contre qui il pouvait se battre. Rickson était super partant pour aller le combattre. Et toute la famille n'a pas voulu et l'a dissuadé complètement d'aller se battre contre Monsieur Sakuraba
parce que fallait préserver l'honneur familial, fallait préserver la fiche parfaite de Ricky. Et c'est une des plus grandes déceptions des fans de MMA de jamais avoir vu ce combat-là. Parce que vous allez voir la fiche de Kazushi Sakuraba, le gars, il est affiché dans le Hall of Fame de UFC. Tu regardes sa fiche, elle n'a pas de l'air très impressionnante, mais quand tu vas un peu plus en profondeur, puis tu vois contre qui il se battait, qu'il avait souvent une différence de poids de 30-40 livres en faveur de son opposant. Mais il mentait sur son poids. Dans le temps, il n'y avait pas autant de régulation. Là. Il checkait pas autant. Fait que ce qu'il faisait, c'est qu'il rentrait dans des tournois heavyweight. Mais il était bien en dessous de 200 livres. Là. Puis il rentrait dans des heavyweight contre des 240, 250 livres. Puis il gagnait, là. Il l'avait fait, entre autres, dans UFC Japan. Il était entré, je pense qu'il pesait 195 livres. Puis il est rentré en heavyweight parce qu'il y avait une place en heavyweight. Fait qu'il est allé gagner le heavyweight. Mais oui, c'est ça. Il a perdu son premier combat contre Kimo Leopoldo. Ouais. C'était pas dans l'UFC. Par contre, c'était dans Shootboxing S-Cup. Ah, c'est ça. Après ça, il a fait UFC Japan, deux éditions de suite. Ok, mais c'est en shootboxing, c'est arrangé, là, je veux dire. Contre Kimo, peut-être. C'est du shoot, c'est tout arrangé, en tout cas. Continue. Puis UFC Japan, il s'est quand même bien débrouillé. Ouais. C'était la même soirée, en fait. Là. C'était en décembre 97. Puis son premier combat, ça a été un draw, no contest. Le deuxième, il l'a gagné. Puis après ça, le Pride, ça a été une série de victoires jusqu'en 2000 où il avait une fiche de 9-1. Puis en 2000, il a gagné contre Royce Gracie. Oui, ouais. C'est vrai. Puis Royce, là, il a demandé à ce que le combat soit aucun time limit, ce qui avantageait uniquement Royce. Puis il a demandé que le combat soit juste possible de terminer par submission ou KO. Aucune autre façon de terminer le combat. Puis Kazushi a dit en entrevue que c'était des conditions qui étaient unfair. Toute son équipe disait que c'était unfair, mais il disait « J'accepte quand même parce que je suis badass puis je vais montrer que je m'en calisse. » Ouais, mais ça, c'est quelqu'un qui va prendre le temps de t'expliquer que c'est unfair, mais il accepte quand même le challenge pour te montrer qu'il veut te péter à la gueule. Ouais, puis en plus, c'est un combat que Kazushi a gagné par technical knockout. En 6 rounds. Le coin de Gracie, le coin de Royce a jeté la serviette. Yep. Oui, c'est vrai. Puis il y a c'est la première défaite de Royce en MMA en plus. Exactement, c'est ça que j'allais dire, parce que c'est pas juste une défaite, c'est une défaite où est-ce qu'il a littéralement humilié, là. Écoute, il y a des bouts à un moment donné où est-ce qu'il tenait d'un corde, puis il faisait juste le piner d'un corde comme ça, il le pognait par les culottes, puis il le shakeait. Écoute, à un moment donné, il était par terre, il l'a pogné par les culottes, puis il l'a levé comme ça, genre, tu sais, comme... Tout pour, tu sais, le flipper. C'est vraiment c'est un drôle de combat, c'est intéressant, là, comment il l'a ramassé. Ben, un drunk wrestler contre un gars de jiu-jitsu. Ça fait méchant bon show. Ouais. Exact. Puis en plus de ça, un an auparavant, Kazushi, il avait battu Royler Gracie, un des plus décorés aussi avec son frère Renzo en jiu-jitsu. Puis il fucking Kimura, comme son grand-père s'était fait battre aussi par Monsieur Kimura back in the days. Et d'ailleurs, tout le monde s'est dit que c'était une méga coïncidence, que ça bouclait bien la boucle. Et encore un an avant ça, non, la même année, il s'était battu contre Vitor Belfort. Vitor Belfort, qui est quand même un gars de 6 pieds. Après ça dépend des années. Des fois, il est marqué comme 5 pieds 11. Mais 215 livres, 220 livres, qui a, entre autres, été le plus jeune champion du tournoi UFC à 19 ans. C'est fou, ça, tu regardes son premier combat, il le gagne en 15 secondes. Il fonce sur l'autre et il le défonce à coups de poing. Et à ce moment-là, quand il s'était battu dans l'UFC, il s'était battu sous le nom de Vitor Gracie. Parce que il avait été adopté par un membre de la famille Gracie. Puis ça avait fait un gros scandale, d'ailleurs, qui s'appelle Gracie, parce que tout le reste de la famille n'était pas d'accord avec ça. Puis par la suite, il a changé de nom. Eh ouais, en plus, tu perds. Hey, faut pas rajouter un Gracie de plus à la hunting list de Sakuraba, certain. Ben non, c'est ça. Mais tu sais, Kazushi, il a battu Vitor Belfort, que tout le monde se disait, mais là, c'est la nouvelle étoile montante du MMA. Il a battu Royler Gracie. Puis là, je vous fais une histoire courte, parce qu'il y a plein d'autres combats qu'il a gagnés entre-temps. Après Royce, entre autres, il a battu Enzo aussi, Gracie.
Moi, ce que j'aimais là, de Kazushi, un de ses moves qu'il faisait, c'est quand le monde attendait sur le dos, parce que c'était un move que les Gracie faisaient souvent, pour prendre l'énergie, rendre en colère son adversaire. C'est juste, ils se mettent sur le dos puis ils tauntent. Sauf que Sakuraba, il saute dans les airs pour essayer de tomber de plein poids direct dans l'abdomen de son adversaire, comme il s'en fout du trade du kick, là. Fait que c'est tellement agressif, genre je salue ce move, là, c'est insane. Juste comme le gars, il reste sur le dos, mais une stomp. C'est l'idée que t'as quand tu fais du shoot fighting, quand tu fais du pro wrestling. T'es habitué à faire des choses qui sortent de l'ordinaire et tout ça. Puis après ça, transposer ça dans des combats réels, si ça fonctionne. Ben, surtout quand t'es drunk avant ton fight. En plus, je veux dire, c'est probablement une des raisons pour lesquelles il se faisait pas mettre KO très difficilement. C'était ben trop mou. Il était aussi créatif dans sa façon de se battre. C'est un peu de lui que ça vient, là, les smash kicks ses jambes pendant que la personne est à terre. Là. Il était comme, ah ouais, tu veux rester à terre, pas trop, puis il smashait les jambes. Là. C'est des bons kicks qu'il donnait dans les jambes. Là. Ah oui, pas doux, là. Toute la force que tu peux donner direct dans le genou, c'est possible, ou tu essaies de détruire le tibia. Là. C'est comme... Tout pour que la personne ait envie de changer de position. Yep. Okay, moi, c'est ce que j'avais à dire sur notre premier Hall of Famer. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter sur le dude? Si vous trouvez sa marque de cigarette, n'hésitez pas à nous l'écrire dans le chat. Est-ce qu'on la trouve pas? T'sais, nous autres, on aimerait ça tout fort que lui. Boire la même alcool, fumer les mêmes cigarettes. On a un événement où est-ce qu'on boit de l'alcool, on fume des clopes, on se tape sa gueule, puis là, il nous manque des éléments là, pour... Savoir c'est qui le représentant moderne de Kazushi au Québec. My God. Cherchez pas longtemps, c'est mon oncle Serge. Serge Kouraba. Le descendant immigré au Québec. Serge Sakuraba. Fait que le premier Hall of le Infamous Fighter ou le Hall of Shame, à la première place, on avait placé Kimo Leopoldo, que vous avez entendu nommer dans comme tous les podcasts qu'on a fait récemment comme étant quelqu'un qui se fait péter la gueule. Oh my God. C'est ça qu'il fait, le gars. Il dit qu'il pète des gueules pour Jesus, mais concrètement, c'est lui qui se fait manger des vols. Il se fait péter la gueule pour Jesus. OK. Là, mettons, on commence. Là, c'est UFC 3, OK? Le gars vient d'arriver. Il est là. Lui, on sait pas trop ce qu'il fait, là. Il fait un art martial particulier, mais il s'inscrit en tant que maître de taekwondo, de ceinture noire en taekwondo. Et le gars, il est gros. C'est un gars d'au-dessus de 200 quelques livres. Il est 6 pieds 3, quelque chose comme ça. Ouais, il est comme 235 livres. Non, il est gros, c'est ça. Il est quand même... Il y a un gabarit qui est assez immense. Il y a une genre de tresse en arrière de la tête et il y a Jesus de tatoué sur le chest. Plus tard après, il y a des tribales à grandeur. Et là, il rentre son premier combat justement contre Royce Gracie, UFC 3, où est-ce qu'il rentre dans l'arène habillé en Jésus, il y a une grosse croix pis tout, pis il arrive avec sa croix. Pis là, t'es comme, oh my God. Il prend pour la WWE. Exactement, c'est littéralement le concept de lutte. Puis, écoute, je pense que ça a fonctionné parce que les gens qui étaient là à ce moment-là se rappellent de ce personnage-là. Et il s'est quand même relativement bien défendu pour un gars qui a pas tant de ground game. Le gars, il a 0 ground game, il est juste très massif. Être rentré en transportant pendant 5 minutes 60 kilos de bois massif. C'est qui est con. Comment s'épuiser avant un combat? Bravo. C'est exactement ça, comme il est tellement cave. Et dans son corner, dans le fond, la personne un peu qui est là un peu pour le supporter, son entraîneur à ce moment-là, c'est Joe Son en plus. Donc son meilleur chum, il est là. Le gars commence le combat, commence à se tiroyer un peu avec Royce Gracie, puis à un moment donné, les deux tombent au sol. Et là, à ce moment-là, dans l'UFC 3, t'avais le droit de pogner les cheveux. Le gars, il a une grosse couette qui pend. Qu'est-ce que Royce y fait? Pam, il pogne par la tête, par les cheveux direct, commence à se tirer avec. Et c'est un fait intéressant parce que, oui, Royce il a gagné, mais il a tellement eu de la misère à gagner qu'à la fin de ce combat-là, il a pas pu continuer. Et c'est la controverse un peu du UFC 3 que c'est quelqu'un qui remplaçait Royce finalement qui a gagné, qui s'est juste battu une fois, qui a gagné tout le tournoi. Ça s'avère être un très bon fighter, mais en tout cas, ça c'est une autre histoire. C'est toute cette histoire-là, puis ce gars-là, après ça, s'en va dans... Tu sais, je peux s'en va à Pride 1 tout de suite après, parce qu'il a été super popularisé dans cette fight-là. Il s'en va contre Dan Severn, faire le fight le plus boring de l'histoire de la planète.
Exactement. Puis c'est longtemps après, là, c'est une couple d'années après, parce que avant ça, il a fait des matchs de kickboxing, il en a fait 3, il a perdu les 3. Dans les mixed martial arts, il a fait 19 fights. De ces 19 fights-là, il en a gagné seulement que 11. Donc, il y a 7 défaites puis un draw. C'est pas atroce comme roster, c'est juste il a tellement perdu des fights pour des affaires niaiseuses, puis il a tellement, tu sais, il a fait un des fights les moins intéressants de l'histoire de l'humanité. Son personnage est horrible, et toutes les fights après qu'il a voulu faire, pendant les années 2000, il s'est fait tout refuser ses fights parce qu'il s'est fait pogner à se faire doper à chaque fois. Donc, il était censé même faire une revanche. Oui, c'est ça, il se dope pour Jesus, tu sais. En plus de se faire péter à la gueule, il se dope pour Jesus. Et il était censé faire un match revanche contre Royce Gracie. Finalement, ça a été cancellé parce qu'il se dopait. Il est pas sorti. Il a même une carrière de film. Il a fait des films straight to DVDs, mais tu sais, je pense que c'est une thématique que je vais avoir beaucoup dans ma gang. C'est qu'on dirait que c'est des gens qui essayent de rester un peu relevant, puis en faisant ça, ils s'attachent à n'importe quoi. Puis Kimo Leopoldo, c'est un peu ça qu'il a fait. Il s'attachait à ce qu'il avait. Fait qu'il y avait du UFC, il est resté là. Il y avait du kickboxing, il s'est resté là, puis il a essayé de faire des films, puis voilà. Mais il faut dire aussi en même temps que à cette époque-là, des combattants de MMA qui étaient connus dans le milieu, dans l'international, ils étaient quoi? Ils étaient peut-être une cinquantaine. Yeah. Une cinquantaine à pratiquer ce sport-là. Ils se connaissaient tous, ils se battaient tous les uns contre les autres. Puis tu regardes la fiche en MMA quand même des premières années de Kimo. Bon, il a perdu contre Royce, mais c'était quand même un beau combat pour l'époque. Ouais, pour l'époque. Ensuite, il a gagné contre Patrick Smith, il a gagné contre Fred Floyd. Il a perdu contre Ken Shamrock, mais c'était aussi un beau combat. Après ça, il gagne contre Kazushi, il gagne un autre combat, il en gagne plusieurs d'affilée. Jusqu'à chaque fois qu'il se bat contre un Hall of Famer, il perd. Ouais, ben en fait, c'est vraiment à partir de Dan Severn que ça a été la chute. Oui, puis il perd pas nécessairement parce que... Moi, il perd parce qu'il y a très peu de connaissances du sport. Techniquement, il est pas bon. Il est techniquement pas un bon fighter. Non, c'est ça. Il est juste vraiment puissant, il est gros, il a une bonne swing, mais je veux dire, le gars, il a aucune ground game, il a tu sais... Puis tu sais, il s'est battu contre Kazushi, il a gagné contre Kazushi, mais on s'entend c'est du shoot fighting, là. Je veux dire, c'est du WWE, à la limite, c'est arrangé, là. Mais le gars, il a pas de game. Puis tu le vois quand il se bat contre le premier Gracie, à son premier UFC 3, le gars, il arrive dans l'arène. Écoute, c'est un taureau, là. Le gars, il vient de se promener avec sa grosse croix comme un bon. Il est déjà essoufflé, puis il saute sur Royce. Puis pour vrai, Royce Gracie a eu vraiment peur de le perdre, ce combat-là, là. Ça a été long, là, avant qu'il fasse une soumission, là. Puis après ça, il en est ressorti, puis il était scrap, là, tu sais. Ça aurait pas été de la couette, il aurait pas été capable de le maintenir au sol au-dessus de lui, là. Non, il est trop gros, il était trop gros. Vraiment trop gros. Il y a une différence de comme 70 livres quasiment. Là. Littéralement. Puis, tu sais, Kimo, lui, il n'y a pas un once de gras sur lui, là. C'est un bodybuilder immense, là. Donc, il pèse quoi? Il pèse 2... C'est 2,35. À Pride, il était classifié pesé à 2,35. Mais tu sais, 2,35 de muscles, là... C'est beaucoup de muscles, effectivement. C'est huge, là. Tu sais, moi, je pèse 2,10 avec mon bas de gras, là. Ouais. Puis on parle de Royce Gracie qui pèse à ce moment-là peut-être 175, 180. Donc c'est quasiment 50 livres de muscles de plus. C'est beaucoup de muscles, ça, tu sais. En tout cas, c'est un peu un Hall of Shamer dans le sens que son personnage est complètement ridicule. Le gars est clairement pas très bon. Il a réussi à toffer le plus longtemps qu'il pouvait toffer dans un sport qui était pas vraiment un sport, que c'était plus des brawlers qui se battaient. Mais aujourd'hui, avec le talent qu'il y avait à l'époque, si un fighter comme ça se présentait aujourd'hui, le UFC laisserait même pas rentrer. Il ferait juste comme t'es un clown, là. Tu peux pas venir, là. Anyway, c'est mon premier Hall of Shamer. C'est vrai qu'il y a beaucoup de fighters d'aujourd'hui qui te le décalisseraient, là. Oh my god. Facilement. Imagine-tu, il se battrait dans la catégorie de Georges Saint-Pierre? Ce serait pas long, là. En welterweight, là. Ouais, genre. Oublie ça. Fait que notre deuxième Hall of Famer, famous character, Randy Couture lui-même, Captain America, heavyweight champion, light heavyweight champion. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire? J'ai commencé à écouter le MMA quand même assez tard, ce qui m'a donné la piqûre
pour ce sport-là, c'est le jeu vidéo sur Xbox 360 UFC Undisputed 2000 avec Des Georges bons jeux. Saint-Pierre. C'était un très bon jeu. Puis Randy Couture était dedans. Puis moi, peu de temps auparavant, j'avais vu The Expendables, dans lequel il jouait aussi. Puis il parlait de ses oreilles en chou-fleur là-dedans. Puis moi, j'ai comme fait le rapprochement tout de suite de « Oh, OK, ce gars, c'est un vrai parmi les acteurs. Là. Lui, s'il y en a un qui pète des gueules dans toute cette gang-là, ça doit être lui. » J'ai commencé à regarder un petit peu son background, d'où est-ce qu'il venait et tout. C'était la première fois que dans le MMA, on avait un type de ce calibre d'athlète qui rentrait dans ce sport. Le gars avait fait les Jeux Olympiques. Ouais. Il avait fait les Il a commencé à faire du MMA tard, là. Il a commencé à 33 ans. Ouais, je pense qu'il faisait de la lutte, hein, lui. Ouais, il a fait de la lutte. Il avait une carrière professionnelle de gréco-romaine. Il gagnait pas très bien sa vie avec ça, mais dès qu'il est arrivé dans la UFC, déjà tout le monde pensait que il était fini, là, même si c'était un super bon athlète. Puis tout petit par rapport aux autres aussi, mais ça devient la narrative de ces années-là, de toute façon. Mais non seulement il est arrivé en force, mais en plus, il s'est imposé pendant très longtemps. Puis lui, dès qu'il gagnait une ceinture, il a gagné une ceinture dans l'UFC en heavyweight. Ouais. En fait, il a gagné un tournoi. Après ça, il a gagné une ceinture en heavyweight. Après ça, il est allé se battre au Pride. Ouais, c'est ça. Il a gagné son heavyweight champion. Il a changé au Pride, fait qu'il a laissé sa ceinture. Il est revenu en heavyweight à UFC. Il a perdu en heavyweight, mais à cause des différences de poids, il était rendu trop élevé pour lui. Il a perdu 2 fois de suite avec des grosses différences de poids. Il s'est descendu en light heavyweight pour être plus dans sa vraie catégorie. Puis il est redevenu champion. Mais tu sais, il est devenu champion light heavyweight à 40 ans, le gars. Pas à 22 en forme, esti, à 40. À 40, avoir un respirateur d'en face, je vais avoir de la misère à me lever de mon lit, esti. Puis éventuellement, il a fini par se faire battre. Il est retourné en heavyweight. Il est retourné en heavyweight. Il est redevenu champion. Et quand il a gagné en heavyweight, il a gagné contre Bigfoot Silva. À 43 ans. À 43 ans, champion heavyweight. Captain Americas. Il a fallu que Brock Lesnar arrête de faire la WWE pour qu'il perde sa ceinture. Il a fallu qu'il se batte contre The Beast pour finalement perdre à 44 ans. Ouais, puis après ça, il a pris sa retraite pendant un bout, puis il est revenu à 47 ans, gagner un fight, juste comme un even fight. Fait qu'il est le plus vieux dude ever à avoir gagné un fight dans l'UFC. Il a gagné un fight à 47 ans. À 47 ans dans l'octogone, tabarnak. Insane. Ouais, ce qui est intéressant aussi avec lui, c'est que c'était impossible de le tenir en place. Puis la UFC qui essayait de se développer, justement, essayait de garder ses combattants. Il changeait de ligue tout le temps. Lui, il changeait de ligue tout le temps, puis ils n'avaient pas les moyens à l'époque, ils n'avaient pas la notoriété pour pouvoir faire des contrats exclusifs. Fait que même s'il les signait, lui, il s'en foutait, il s'en allait au Japon, il faisait ce qu'il avait à faire, où il allait être fucking mieux payé. Puis où la compétition était vraiment plus féroce aussi. Là. Dans ces années-là, jusqu'en 2005, les vrais champions, c'était au Japon que ça se passait. La UFC, c'était une ligue de seconde zone à ce moment-là. Là. Ouais. C'était quasiment... Je pense qu'il y a une période où est-ce que, genre de 83 à 97, 98, la UFC, c'est un sideshow, là, c'est comme un novelty. Après ça, t'as les années, mettons, où est-ce que les vrais champions, mettons, s'en vont se battre au Japon. Et là, t'as le début des années 2000, de 2005, 2006, 2007, où est-ce que la UFC, là, devient actuellement la ligue où est-ce que tu vas aller te battre. Ou que les champions de la UFC commencent à gagner toutes les autres ligues aussi. Fait que rendu là, c'est indisputable ceux qui gagnent. J'ai trouvé la donnée aussi. C'est ça. C'est à 40 ans, il perd sa 3e défense de light heavyweight contre Chuck Liddell. Il prend sa retraite. Il revient 3 ans plus tard en heavyweight. Il gagne, il devient champion. Après ça, il descend son nombre de fights parce que Chris a 44 ans. À un moment donné, tu vas pas juste te battre tous les mois. T'as plus de la force. Il réussit à win à 47 ans. Ce qui fait que dans sa carrière de 33 à 47 ans d'MMA, il a joué comme, ça fait quoi, 13, 14 ans de fighting quand même. Il a été 5 fois champion,
3 fois en heavyweight, puis 2 fois en lightweight, puis tout ça en étant super vieux, par en faisant du dirty boxing. C'était le premier de l'histoire à être champion dans 2 catégories. Puis il a vraiment c'était la barre tellement haute, puis il a fait un blueprint, en fait, pour les futurs champions qui voulaient marquer l'histoire du MMA puis de la UFC, parce que tous les autres ont copié ce qu'il a fait après ça, de changer de catégorie pour aller chercher d'autres ceintures et tout ça. Puis il a aussi apporté la rigueur de l'athlétisme que de ces combattants-là n'avaient pas. Il y a personne encore dans ces années-là, essentiellement. C'était un champion olympique. Lui, il vient d'un monde. C'est ça, il est habitué de s'entraîner tous les jours. On a déjà parlé de ça, du fait que la UFC, c'est vraiment devenu un sport la journée où est-ce que ça a été take-over par des athlètes puis plus des gars d'arts martiaux, tu sais. Puis je pense que c'est un peu la raison pour laquelle les athlètes puis les gars d'arts martiaux, ils se tiraillaient pas, surtout pas dans la lutte. Puis mettons le jiu-jitsu, c'est parce que il y en a que c'est un sport olympique puis qui se battaient littéralement comme des athlètes, puis il y en a un autre que c'est juste des brawlers puis des gars d'arts martiaux. Puis quand les deux ont fait le clash, là les gars de jiu-jitsu ils ont fait comme OK, mais ces gens-là ils s'entraînent 6 heures par jour tous les jours, ils mangent d'une façon spécifique, ils ont une routine spécifique, tu sais c'est pas la même game là, tu sais. Des vidéos de leurs adversaires pour structurer leur entraînement aussi, chose qu'ils ne faisaient pas avant. Tu analyses tout, tu vas avoir du monde dans ton gym qui sont spécialisés dans des styles que toi t'es pas pour te préparer, tenter le combat, pis c'est un autre game de préparation, là. Avant, il y avait beaucoup de volonté dans l'histoire. Beaucoup d'entraînement en profondeur. Puis d'ailleurs, on peut voir une entrevue d'un athlète qui s'entraînait avec Randy Couture dans ces années-là, qui dit justement... vous voulez commencer la lutte, vous voulez commencer à faire du wrestling, il y a une chose que vous devez savoir si vous voulez avoir un avantage sur vos adversaires, puis Randy Couture pourra vous l'apprendre aussi, un doigt dans le cul. Un doigt dans le cul. Meilleur truc. Le monde se tasse direct. Ton adversaire, il bouge pas, va chercher. Va chercher le pouce dans le puck. Pow! Le gars, il va se tasser. D'une shot. On peut voir beaucoup de vidéos de ces années-là, justement, où Randy se battait dans la UFC, attraper le beigne de ses adversaires et enfoncer les doigts bien comme il faut. Tout ça le monde tasse. Moi, ça me tasse. C'était un vieux truc d'impro, ça aussi, hein. Tu savais de ça? Quand quelqu'un veut pas quitter la scène, tu rentres un pouce dans le... Non. Je n'aimerais pas le cégep, mais il fut un temps où est-ce qu'il y avait un... Je pense que c'est plus une légende urbaine, mais en même temps, ça a de la validité. Où est-ce qu'il y avait un cégep où est-ce que les coachs le coach vient de voir quand tu faisais, mettons, les équipes quand même fortes, là, puis c'était un cégep quand même très fort d'impro, puis il regardait ses joueurs, puis il disait, écoutez, moi, je veux que mes joueurs me fassent confiance à 100%. Puis la seule façon que les joueurs peuvent vraiment me faire à 100%, c'est pour que je sois sûr à 100% que vous me faites confiance, puis que vous allez faire 100% de ce que je vais dire, c'est que moi, je vais être dans un local, 1 à 1, vous allez venir, puis je vais vous mettre un doigt dans le cul. Puis après ça, supposément que la chimie d'équipe était tellement intense qu'ils gagnaient tout parce que c'était tout fait mettre un doigt dans le cul. Bon. Ben oui, c'est de même ça marche. Ouais, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? En parlant de trucs... Il y a bien des listes de MeToo, dit son nom, où est-ce qu'il y a bien des coachs d'impro. Fait que... Vous prenez vos propres conclusions. En parlant de trucs qu'on aimerait mieux qu'ils soient pas vrais, le deuxième Infamous Fighter, c'est Joe Son himself. Attends, je vais le chercher. Je vais juste le chercher dans une seconde. Joe Son, on en a parlé un peu tantôt parce qu'il était dans le corner de Kimo à son premier fight. Oh my god. Joe Son, c'est une joke. C'est la mission Monsieur Patate de Kimo. Joe Son, pour ceux qui ne le replacent pas, si vous avez écouté Austin Power, il y a un personnage dans Austin Power qui s'appelle Random Task. C'est comme un gros asiatique habillé en tuxedo qui lançait son soulier, genre, comme un peu... C'était une parodie de Hot Jobs de James Bond où est-ce qu'il lançait son chapeau puis ça coupait, mais là, il lançait un soulier à la place. Bon. Parce qu'il y a eu une carrière... Actuellement, il y a une carrière de télé après
Pas le choix. Si sa carrière de fighter, c'est 4 fights, 4 défaites. Ah, ok, ben c'est ça. Dans le MMA, il a fait 4 fights et il a fait 4 défaites. Et dans le kickboxing, il a fait 1 fight et il y a eu 1 défaite. Donc, c'est quelqu'un qui n'a jamais gagné. Il n'est pas particulièrement très bon. Il a battu sa femme et là-dedans, il a gagné. Oui, ça, il a gagné. Ça, il a gagné. Puis d'ailleurs, sa femme, qui a aucun match dans la MMA, d'après moi, elle le méritait. Non, c'est pas vrai, mais on va en parler de ça, le fait que c'est un enfant de chienne. Fun fact de ce gars-là, il est devenu célèbre pour 2 affaires. La première affaire, c'est que il a fait un match dans son premier match UFC, je l'ai ici, contre Keith Hackney, UFC 3. Pas UFC 3, UFC 4. UFC 4. Et le fight commence et ça s'en va directement au sol, donc il essaie de retenir comment il s'appelle Keith, il essaie de le retenir et Johnson est en dessous et t'as juste Keith qui est par-dessus et il fait juste lui varger dans le paquet genre comme 5-6 fois tout le long, puis il mange juste des shots dans le paquet comme non-stop, puis tout le monde est là, puis les commentateurs sont comme oh, ça doit pas faire du bien, faudrait peut-être que tu te replaces, peut-être que tu refasses ci, peut-être que tu refasses ça. Tout le long t'es comme ah gars, juste tape. Il doit en manger une dizaine de shots dans le paquet facile pour ensuite finir avec une soumission d'un choke. Famous pour se faire kicker des couilles au UFC. Asti qui est pas bon. L'autre fight que j'ai vu de lui, ok, il a pas monté sa garde une fois. Fait que tout ce qu'il fait, c'est que les bras sur le long, le côté de son corps, là, puis là, il donne des coups de main, non-stop, pendant 2 minutes sur la garde de l'autre qui bouge pas sa garde. Puis dès que Johnson, il se fatigue, il se fait jeter une fois d'en face, Joe tombe à terre. Il est pas bon. Il est tellement mauvais. C'est un des pires fighters de l'histoire. Et lui, il est fameux pour la deuxième chose pour laquelle il est fameux. Il est fameux pour avoir parti son propre art martial qui s'appelle le Joe-Son Do. Que personne ne pratique. Personne ne pratique. Je pense qu'il y a juste lui qui le pratique, honnêtement. Lui et Kimo, genre, c'est les 2 seuls qui font du Joe-Son Do. Ils peuvent s'appeler la fin de semaine puis en faire. Oh non, mais ils peuvent pas parce que les 2 sont en prison. Johnson est en prison pour le restant de sa vie pour avoir séquestré, torturé, avoir fait des choses absolument horribles à un voisin de cellule et supposément aussi il aurait battu sa femme et plein de choses comme ça. Comme quoi que... Son voisin de cellule, il me semble. Hein? Il a tué son voisin de cellule aussi. Ouais, il l'a tué aussi. Il l'a tué. Ce bonhomme-là, et puis dans une de ses, tu peux aller voir sur Internet, c'est une de ses dépositions où est-ce qu'il explique ce qui s'est passé. Ils ont demandé pourquoi est-ce que vous avez arrêté votre carrière de UFC, puis il est juste là blasé, puis il est juste comme j'ai perdu toutes mes fights. La bonne nouvelle. Au moins il savait. C'est ça. Johnson, mesdames et messieurs, là, d'après moi, honnêtement, là, dans ma liste, là, c'est le plus mauvais. C'est la plus mauvaise personne. Ouais. Toutes catégories confondues. Tout ensemble, c'est le plus mauvais fighter, le pire être humain, le pire personnage. Ouais, le fighter qui a le plus de défaites, mais il est tellement nul à chier dans tout le reste de sa vie que je pense que sa vie mériterait d'être dans le top 5 des gens les moins nice au monde. Sa vie, c'est une fiche 0 victoires, 102 défaites, là. Il a même eu un combat avant même d'embarquer sur le ring une fois. Il a voulu imiter son bon ami Kimo, arriver sur scène avec la même croix, sauf que lui, il est pas bodybuilder. Puis il est pas mal plus petit aussi. Et... Fait que rendu à la moitié du trajet vers la cage, il était obligé de lâcher la croix. Et il a commencé le combat complètement épuisé. Oh my god. Je disais, Jésus, il va te pardonner, là, si ta croix, là, est faite en 2x4 pis elle est pas trop lourde, là, t'es pas obligé de la prendre en bas. Mais c'est un pattern qui revient souvent, j'ai remarqué dans le MMA. À partir du moment que t'es fervent croyant envers Dieu ou Jésus, t'es une dick. Ben, parce que, tu sais, quand, mettons, tes croyances composent 80% de ta personnalité, à un moment donné, là, pose-toi la question pour les raisons pour lesquelles tu fais ce que tu fais aussi, là, tu sais. Ouais, c'est vrai. Surtout que leur carrière, leur métier, c'est de péter des gueules. Fait que... Puis se faire péter la gueule. Si un athlète, là, qui peut pas s'entraîner le dimanche matin, là, regarde, là, ça marchera pas, là. Hein? Dimanche Seigneur. Ouais, Johnson, il en a mangé en tabarnak des hosties, lui. Oui.
C'est tout ce que j'ai à dire sur Joson. C'est ce qui va terminer alors, Joson. Tellement. On l'haït. Shame on you! Bienvenue dans le Hall of Shame avec ton ami Kimo! Faudrait trouver dans quelle prison il est maintenu, puis à un moment donné, si on va aux États-Unis, on fait un petit road trip, on s'arrête là-bas, puis on fait une entrevue avec. Joe, faut qu'on te parle! On a plein de questions. We got so many questions for you, Joe. Comment est-ce que c'est, Joe, d'être le pire fighter que la MMA a jamais eu? Joe, c'est que tu... How is it to be actually the worst? Ouais. Là, tu le troisième Hall of Famer, pour retourner du côté positif de la lumière, on a Bas Rutten, le poids lourd le plus dangereux et complet, probablement de toute cette époque-là. Ouais, puis même aujourd'hui, il aurait l'étoffe pour être un champion, là, avec les encore, skills de l'époque, là, puis la vitesse à laquelle il se déplaçait, parce que on parle d'une époque, encore une fois, Randy Couture avait même pas encore commencé à se battre. Bas Rutten commençait, puis Bas Rutten avait déjà des qualités athlétiques qu'on recherche aujourd'hui chez les combattants. Il se battait poids lourd, puis il était pas spécialement énorme. Oui, il était en shape et tout, mais très, très grand comme gars, néerlandais, qui fait du kickboxing à la base, comme la plupart d'entre eux, de la savate et tout le kit. Puis il a perdu pas mal tous ses premiers combats dans le Pancrase par soumission, puis après ça, il s'est dit non. Ben, c'est son premier combat officiel dans le Pancrase, il a duré 43 secondes. Mais il a knock le dude 2 fois. Fait que son premier combat, il l'a gagné. Puis il a knock le dude, il est tombé à terre. Le gars, il s'est relevé parce que comme il était vraiment partiellement knocké. Fait qu'en ce moment, il était comme non, j'ai pas été knocké, je suis capable de continuer. 10 secondes après, il se refait claquer d'en face à un autre knockout. Puis c'est impressionnant parce que dans le Pancrase, tu peux pas frapper les poings fermés, Chris, c'est des gifs. Bas Rutten, il te knock out à coups de gifs, tabarnak. Ce gars-là avait une précision dans ses coups qui ne faisait aucun sens. Puis, encore une fois, c'est les débuts du MMA. Il connaît pas encore au grappling. Il s'en va faire du shooting parce que c'est un nouveau sport au Japon puis que c'est le plus payant dans le MMA à cette époque-là. Puis les Japonais, ils trippent sur les Occidentaux. On va se le dire. Ils trippent sur les Occidentaux qui font 6 pieds 4, qui sont blancs comme la neige. Puis plus t'es chauve, plus t'es dents, là. Ouais, ils les adorent. Ils faisaient des mangas sur ces personnages-là. Ils avaient des mangas de MMA où ils en faisaient des super-héros. Puis c'est ça, Bas Rutten, à un moment donné, il finit par se battre contre Ken Shamrock dans ses premiers combats, puis contre Frank aussi. Il perd ces combats-là, puis après ça... Sa deuxième loss, c'est là qu'il a changé tout, là, justement. C'est perdre contre Ken Shamrock après... C'est sa deuxième défaite de suite par soumission, ça le met en tabarnak. Il a développé son propre système de grappling. Le Bas Rutten, il est encore enseigné aujourd'hui. Il a ses propres écoles de MMA. Puis certains de ses élèves sont devenus champions par la suite. Puis le gars, aucun background là-dedans. Puis il se met à soumettre des gens qui font du jiu-jitsu, là. Ce qui est le fun de ces années-là, c'est que la majorité des champions qu'on a, des années 90 à 2000, c'est des spécialistes de submission. Puis Bas Rutten, il y a 50% de ses victoires, c'est des TKO, là. C'est des one-shot kills, là. Puis il y en a des shots qui donnent, qui sont tellement élevés, entre autres, tu sais, c'est un spécialiste des liver shots, puis des coups knock-out. Fait que tu sais, il y avait des KO par liver shot. C'est même pas il te frappe dans la tête, t'es étourdi. S'il te frappe dans le liver, il te le perfore, t'es même pas capable de te relever du sol tellement que t'es knock-out. Tellement qu'il t'a fait mal avec son liver shot, tu sais. C'est nasty. Entre autres, quand il avait perdu, quand il est perdu contre Ken Shamrock par une soumission, puis qu'il a travaillé, comme Curse disait, il travaillait son style, puis il a travaillé son art de la submission lui-même. Son prochain combat après Ken, c'était contre Monabu. Il l'a tellement choke effective que tout le monde pensait que Monabu était mort. Comme pendant un instant, là, l'arbitre, il pensait que Monabu était mort, même Bas Rutten pensait qu'il venait de le tuer. Ouais, il se sentait super mal avec ça. À l'entrevue, il se sentait mal, puis il a fallu qu'il y ait du monde qui vienne le confirmer plus tard pendant le tournoi que c'est bon, il l'avait pas tué. Écoute, comme, t'es efficace, là. Tuer quelqu'un pendant que t'as un événement sportif, ça doit te ramener à ta place, là. Quand tu prends ça en perspective, là, les combats, Bas Rutten a jamais ou rarement l'air fâché.
j'ai vu 2 combats dans lesquels il est en tabarnak contre son adversaire, et l'adversaire est tellement blessé à la fin, ça n'a même pas de sens. Comme il y en a un, il perfore le lever au point qu'il faut qu'il s'en aille à l'hôpital instantanément. Puis l'autre, c'est comme le KO le plus brutal que j'ai jamais vu sur quelqu'un. Tu veux pas fâcher ce gars-là, il te bat quand il est de bonne humeur. Le truc, c'est que ce combat-là auquel tu fais référence, il dure quand même un bon moment au début. C'est possible de le trouver sur YouTube avec les commentaires de Bass en plus qui expliquent qu'est-ce qui se passe et c'est quoi ses réactions, qu'est-ce qui lui passe par la tête à ce moment-là. Puis ce qu'il explique dans le combat, c'est que ça fait à plusieurs reprises que l'arbitre l'avertit et finit même par lui donner une punition parce que soi-disant, il donne des coups directs au visage parce que des coups de paume comme ça direct dans la face, t'as pas le droit non plus. C'est trop selon les Japonais. Fait qu'il faut que ce soit de côté. Puis même de side, tu peux pas faire un non, c'est pas droit, ouais. Gifle. Puis déjà, bravo Monsieur Ruten d'être capable de knock-out des gens en les frappant sur la mâchoire avec une gifle. Et ensuite, t'écoutes les commentaires. Là, ça fait plusieurs reprises qu'il se fait avertir. Finalement, son adversaire commence à faire des niaiseries comme ça. Et il se fait pas avertir. Fait que Bass commence à être en tabarnak. Et il commence à viser le foie. Puis il le dit textuellement. J'ai commencé à viser le foie parce que là, j'en avais marre, je voulais que le combat arrête. Ouais. Un coup, 2 coups, 3 coups. Au 4e coup, le gars s'effondre. C'était n'importe quoi. Puis là, on se dit à ce moment-là, mais pourquoi il a pas fait ça avant? Ça, c'est Finishim de monde quand il se relève puis il donne un coup de genou dans le plexus solaire du dude pendant qu'il essaie de se relever. Je suis comme... Ouais, ben peut-être que dans le fond, tu sais, le gars, il est comme, je vais être gentil, je vais commencer avec des claques à la gueule. C'est ça que j'ai l'impression. J'ai l'impression que comme, globalement, il y a pas de haine envers les fighters contre qui il se bat. Fait que tant que tu le mets pas en crise, il va essayer de gagner par technique. Mais dès qu'il est en crise, il va te frapper le lever jusqu'à temps qu'il explose. Le foie jusqu'à temps qu'il explose, puis that's it. Bass Rutten en colère. Puis c'est reconnu dans le milieu des arts martiaux, là. Toutes les martial artists qui parlent de lui en entrevue des fois, ils vont dire Bass Rutten en colère, il a jamais perdu un combat. Non, c'est ça. Hey, tu le vois sur le dos, là, faire des palm strikes vers le haut sur la personne qui est par-dessus lui, là. Je pense qu'une shot sur mon menton, je meurs. Ma tête a fait 3 tours. Je veux un gars dans take 3 pis comme continuer à être semi-conscient pis j'étais comme, oh my god! Tu sais, il frappe, l'impact de la gifle est tellement fort, tu l'entends parfaitement dans la caméra qui est genre à l'autre bout, là, tu sais. Oh, j'ai beaucoup de sympathie. Tu sais, Bass Rutten, là, je vais appeler ça la trilogie, tu sais, un des affaires qui était le plus impressionnant dans toute sa carrière, c'est sa trilogie de combat contre Frank Shamrock, pis toutes les fights que ces deux-là ont eu, qui étaient 2 champions de leur catégorie, pis ce qu'ils faisaient, puis chaque fois qu'ils se sont affrontés, ce fut insane, le combat. C'était les 2 combattants les plus polyvalents, les plus complets de leur époque, et en plus, dans le Pancrase, puis Frank était vraiment perçu à ce moment-là comme le meilleur combattant de MMA de la planète. Hey, dans leur dernier, parce que c'était 1-1, puis ils ont fait leur 3e fight pour comme finir la feud sur c'est qui, mettons, le meilleur. Frank, à un moment donné, c'est Bass Rutten qui est sur le dessus, puis il punch, il claque Frank d'en face, puis Frank, il fait juste continuer à le taunter, man. Il se mange des gros strikes dans la gueule, puis juste comme... C'est comme, à quel point il faut que tu sois juicé ces stéroïdes. Il s'est couché au sol, les jambes en ciseaux. C'est ça de ce leg-là que l'autre... Fait que là, il commence à le frapper parce que lui, il a assez de portée pour se rendre au visage. Mais je pense que ça aussi de Ken Shamrock, c'est un peu son... ça le définit, là. Combien de fois avec Ken Shamrock, ça s'est fini au sol avec un leg lock, là, régulièrement, là. C'est un lutteur. Fait. Mais la première fois qu'il a perdu, c'était contre Ken. Quand Bass, il s'est forcé à devenir bon, justement, sur sa game de lutte, c'est à cause qu'il a perdu contre Ken. Puis je pense que ne pas avoir perdu contre Ken, il aurait jamais, ever été capable de gagner contre Frank Shamrock. Ça l'a aidé de perdre contre un Shamrock en premier, réaliser les grosses faiblesses de son style pour la MMA, patcher ces styles-là et devenir la machine à tuer qu'il est devenu. Ouais, parce que Ken était très bon dans les premières années de ce sport-là, mais s'est fait dépasser. Comme Royce. C'est les 5 premières années. Ces deux-là, ils ont été légendaires dans les 5 premières années. Le monde, ils ont compris leur game. Ils ont commencé à avoir des stratégies basées pour les counters, puis voilà, c'est tout. Ouais.
Ça, le problème, quand t'es trop bon, tout le monde se plante pour te tuer toi. Ben, c'est ça que GSP disait. Il disait, ce qui est difficile, c'est pas de te rendre, c'est de la garder, la ceinture. C'est ça qui est difficile. Mais bon, moi, je pourrais continuer des heures sur Bass Rutten parce qu'il y en a tellement à dire. Fait que je finirais simplement par dire, allez voir ces tutoriels de bar fight. Ça vaut vraiment... Ouais, c'est vrai. J'en ai vu 2-3 sur YouTube passer sur le fun. Mais bon, maintenant, moi, je veux savoir c'est quoi le prochain Hall of Shit. Dans le Hall of Shame, à la 3e position, on a Bob Sapp. Bob motherfucking Sapp. Ça, Bob Sapp, si vous savez pas c'est qui, c'est pas compliqué. Vous savez c'est qui, mais vous savez pas c'est qui. Bob Sapp a commencé... ben, c'est un acteur, lui aussi. Il a fini comme étant un acteur. Et il est dans plusieurs... quand t'as besoin d'un gros gars noir vraiment musclé, genre en prison, ils prennent Bob Sapp. C'est le casting de Bob Sapp. OK? Si vous avez déjà vu le film, je pense que c'est Falcon Rising avec Michael J. White. Il se bat, mettons, en prison contre un... Non, il se bat en prison, mais il se bat dans la rue avec un gars qui est immense. Là. Il est gros, il est fort, puis il pète la gueule. C'est Bob Sapp. Bob Sapp, il a commencé sa carrière en tant que joueur de football. Il a littéralement joué une game de football. Mais pour se rendre, dans le fond, à sa game de football professionnel dans la NFL, il a passé à travers tout le processus. Donc, c'est actuellement un très bon footballeur. OK? C'est juste qu'il a juste, dans sa carrière, joué une game de football. C'est plate, là, mais c'est... C'est quoi ces mensurations pour ceux qui sont pas capables de... je peux l'avoir à l'époque où est-ce que... Tu veux-tu l'avoir les mensurations de football ou ces mensurations de MMA? Oh, mon MMA. Vas-y pour MMA, premier. Bon, on va y aller pour MMA. C'est un 6 pieds 5, 329 livres. Imagine un linebacker, pas un linebacker, mais un défense, là, une grosse défense, puis prends le plus gros que tu peux pas avoir, mais là dans la NFL, puis c'est ça. Et à un moment donné, il a commencé justement, lui, à faire des fights. Okay? C'est comme ça un peu qu'il s'est caractérisé. Et le gars a zéro ground. Là. Il a zéro ground, là. Il y a pas une technique au sol. Il n'y a pas besoin. Il est tellement immense, puis il y a tellement du striking que genre, puis il est pas knockable. Fait ses bras sont comme ça. Ouais. Ah oui, il est comme un tyrannosaure comme ça. Là. Il est insane. OK? Il y a pas des bonnes stats, par exemple. Il a gagné, dans le kickboxing, il a fait 31 matchs de kickboxing, il en a juste gagné 12. OK? Donc, il y a 19. Il en a perdu 19. Il est plus utilisé comme un freak show que comme un legit fighter. Ben oui. En MMA, il y a 33 matchs, il en a gagné 12. Donc, il en a perdu 20. Il a pris un tiers de victoire dans tout ce qu'il fait. Mais ouais, c'était le plus célèbre. C'est normal. C'est impressionnant. Là. Ouais. Puis, c'est au Japon qu'il s'est vraiment démarqué. Il est devenu une légende au Japon. Je sais pas si c'est-tu dans le Pancrase ou dans le... Dans le Pride. Dans le Pride. Il était tellement une légende parce que probablement il se battait contre des Japonais qui étaient la moitié de son poids. Ils sont comme 170, 180, puis lui, il est 330. Là. C'est ça. Puis, tu sais, lui, il est 6 pieds 5. Eux autres, ils étaient quoi? 5 et 8, 5 et 7. Fait qu'il est littéralement populaire pour avoir pété la gueule à plein de Japonais au Japon. Au-delà de ça, il est pas très bon. Et quand il Jedi. C'est Anakin dans le temple Jedi. Ouais, c'est Anakin dans le temple Jedi. C'est littéralement ça. Il tue des enfants. Puis lui, après ça, quand il a commencé à faire de la MMA plus MMA, il a commencé comme à avoir un peu des problèmes mentaux un petit peu. Puis à arranger des fights. Ça, on l'a pogné à faire ça. Donc, des fois, tu sais, tu peux aller voir, mettons, les fights qu'il fait. Il se fight avec la personne, elle le pogne, double leg takedown, elle l'amène au sol, il tombe au sol. OK. Puis là, il tape. Là, tout le monde est comme... OK, weird. Comme, pourquoi tu tapes? T'as pas de soumission, t'as pas rien. Et il y a littéralement des problèmes mentaux. Et les dernières entrevues qu'il a faites par rapport à ça, on n'est pas capable de l'entreviewer parce qu'il est juste mongol, genre, ce qu'il dit, ça n'a pas d'allure, il parle avec des voix bizarres, il se parle à lui-même, puis il se répond à lui-même, comme, c'est littéralement un personnage vraiment weird, c'est juste, il a fait des films, il a fait des films, il s'est battu, il a été populaire, une légende, mais il est complètement débile. Ah, il est complètement débile. Un de ses... tu sais, mettons, il a joué genre... un des films qu'il a fait, mettons, il a joué dans The Longest Yard, le film avec Adam Sandler, où ils sont en prison puis ils jouent au football. Il joue au football en prison. Il joue comme un des gros linebackers qui est un peu nono, mais qui est un peu enfantin, tu sais. Il est très gay. Ouais. Ça se peut. C'est ça qui est drôle. Parce qu'il viole tout le monde.
C'est ça le gros running gag. Ah non, ça c'est dans. Ça se peut-tu que ce soit dans l'affaire avec Rob Schneider, où est-ce que lui il s'en va en prison, c'est ça. puis David Carradine, il apprend comment survivre en prison, genre. Puis c'est dans ce film-là qu'il y a le move, je suis capable de te botter les fesses sans que tu t'en rendes compte. Puis il fait comme ah ouais, puis là, il enlève ses souliers, puis il met son pied en dessous de son nez, puis il est juste comme. Oh. Où Rob Schneider n'a pas fait de brown face. C'est vrai. C'est tellement vrai. Rob Schneider, t'es dans le Hall of Fame avec tout le reste. Shame on you. Si, Rob Schneider. La meilleure position de Rob Schneider, c'est Rob Schneider devient Kenny dans South Park. Rob Schneider. Le quatrième fighter des Famous. C'est une agrafeuse. C'est une agrafeuse. Fait que le quatrième Famous Fighter, on y va avec Matt Hughes. Le premier champion à rapporter 4 défenses de titre de suite en welterweight. C'est énorme, là. 4 défenses de suite, ça veut dire que t'as gagné ta champion belt, puis 4 autres années de suite, t'as continué à casser des gueules. Et c'est pas tout. C'est la manière dont il a remporté cette là. GM, c'est très bien de quoi je parle. Oui. À cette époque-là, il s'est battu contre celui qui était champion du welterweight. Puis c'était Carlos Newton. Carlos Newton, lui, il avait commencé dans le Pride. Puis il avait quand même une pas pire fiche à ce moment-là, mais vu qu'il se battait contre des monstres gigantesques, c'est quand même assez tough de gagner pour lui, mais je pense qu'il a gagné un tournoi du Pride, si je me trompe pas. Puis quand il est arrivé dans l'UFC, il pétait tout le monde, parce que enfin, il était à 170 livres et plus contre des monstres de 250 livres. Ouais, ça l'aide. Enfin, lui, il était gros. Ouais, c'est lui le gros, là. Puis, tu sais, il remporte la ceinture. Je pense qu'il a une défense de titre, si je me trompe pas. Après ça, il se pogne contre Matthews, qui était un tank, un train. Mais pas juste ça, tu sais, il était là. Déjà, quand il est rentré, il était tellement... On dirait qu'il fitait tellement pour le welterweight, puis son style de jeu était tellement popularisé vite, que c'était comme la figure d'affiche de la nouvelle division. Ça faisait pas longtemps que le welterweight division existait, là. Il était déjà connu quand même un peu aux États-Unis à cause de son background de lutte. Il avait été gagné beaucoup de tournois universitaires. Il avait eu une bonne carrière professionnelle ensuite. Il arrive dans le welterweight justement. Puis je veux dire, tu le vois là, il a des épaules qui dépassent sa tête. Puis il fait 5 pieds 9. Pour bloquer de côté. Il fait 5 pieds 9. Il est énorme. C'est un rectangle de muscles. Sur les abdos, t'as jamais vu quelqu'un d'aussi polygonal, champ de fraise dans le dos en plus. Puis lui, sa technique en fait, c'était le chain wrestling non-stop. Il avait un cardio pour des années, incroyablement fort. Il prenait les gens, il les body slammait. Ah, mais justement, body slammant, c'est comme ça qu'il gagne sa championship belt contre Newton au début. Il body slam tellement fort que quand la tête a frappé le sol, il le knock out. Il le knock out by body slam. Ça, je pense qu'on sous-estime beaucoup ces moves-là de body slam parce que je sais pas si tu peux encore body slammer dans la UFC. Je sais par exemple que dans tous les autres sports, que ce soit, mettons, du judo, du jiu-jitsu ou whatever, c'est tout illégal. C'est un gros no-no, là. Ben, c'est bien trop dangereux. C'est la tête. C'est le danger, c'est... Puis dans l'UFC, t'as le droit de faire des slams. Admettons, quelqu'un en soumission, tu le soulèves, t'as le droit de le slammer, t'as le droit de prendre quelqu'un puis de le slammer, mais jamais de manière à le faire tomber sur la tête. C'est ça, vous pouvez toujours aller voir un Rose Namajunas qui perd la ceinture de cette façon-là contre Jessica Andrade, mais ça, c'est une autre histoire. Après ça, c'est une question de perspective de comment est-ce que ça a été vraiment volontaire, là, de sa tête, pas volontaire. C'est sûr qu'il y en a des fois qui sont plus... T'as tendance à vouloir dire que oui, c'était volontaire, mais tu sais... Tu sais, quand tu regardes un événement pis t'as peur pour la vie d'une personne pendant 2 secondes, là. Mais comme, mettons, Newton contre Hughes, j'avais pas l'impression que c'était volontairement de sa tête parce que il descend sa cage. Tu sais, comme, il veut juste le dropper à terre, puis... Non. Il veut même pas le dropper. À ce moment-là, il l'a dit en rêve, il dit il s'allait tomber dans les pommes, fait qu'il le smash à terre comme Hail Mary. Il est tombé dans les pommes. Quand on voit le replay... Les deux sont dans les pommes. Les deux sont dans les pommes.
Tu bloques ton micro, Curse. T'entends pas. Excuse-moi. Qui est ça, ton Jiu-Jitsu, puis qui est tellement excellent, puis il le pogne, il peut pas se défaire. Matthews, au sol, Ouais. il se relève, il le soulève, il a les jambes autour du cou, il parcourt tout le ring, toute la cage, il s'en va l'asseoir sur le top de la cage. Là, les arbitres commencent à capoter, puis finalement, quand il passe out, dans Ça les le bras, drop. il le drop, puis il le knock-out comme ça. Et il C'est gagne tellement la ceinture. meilleure victoire. Il gagne la ceinture, il s'est fait mettre KO. Les deux sont KO, il est juste revenu plus vite. C'est ça qui compte dans ce temps-là. Double knockout, c'est qui revient en premier. Ça a été le début d'un règne après ça incroyable. Les combats oui. qu'il a gagnés. Ben, tu sais, surtout, il a défendu son titre. Après ça, il a demandé le rematch contre Newton. Il a encore gagné. Après ça, son 4e défense de titre, c'est Unanimous Decision. Il fait son 5e défense avec sa 4e défense avec son 5e match de belt avec un rear naked choke pour terminer. Puis en gagnant sa 4e défense de titre, il devient à cette époque-là le meilleur fighter pound for pound in the world. Il y a aucun autre fighter dans tout le monde de cette catégorie de poids-là pour se battre contre la même catégorie de poids qui est capable d'avoir autant de victoires successives à l'époque. C'était impossible. Il est le premier à avoir battu Georges Saint-Pierre. Georges Saint-Pierre avait une tête à l'époque. Et quand il est allé se battre contre Matthews lui a fait une soumission au premier round. Ça, je trouve ça nice parce qu'ils se sont rebattus pour la belt. Parce que la personne qui avait battu Matt est changé de ligue. Fait que là, c'est les deux meilleurs qui pouvaient se battre pour. Fait que c'était Georges Saint-Pierre contre Matt. Ouais. Mais c'était pas ce match-là qu'après ça, il y a eu un autre match où il y a eu une revanche, puis là, c'est Georges Saint-Pierre qui a gagné. Non, c'est plus tard, parce qu'après ça, il a redéfendu deux belts. Ouais, puis dans sa dernière victoire à Matthew, Georges Saint-Pierre, il est débarqué sur le stage après la victoire pour lui dire qu'il était pas impressionné, que c'était une victoire de merde, puis que ça allait être lui le prochain, il cassait la gueule, c'est comme classic move de lutte. Puis après ça, ils ont eu leur rematch. Hey, I'm not impressed by your performance. Oh ouais, avec cet accent-là. You're a clown, really, you're a clown, you know? You're a clown! Ah, c'est qu'il parle mal. Mais tu sais, ça a été... Si Georges Saint-Pierre... C'est comme son... Moi, je vois ça comme son ancêtre. C'est comme le descendant moderne. C'est son idole à ce moment-là. Puis ils ont un style de fighting assez similaire. Ils ont un style d'épuiser l'autre, être tout le temps, constamment enchaîner les moves, y aller pour des takedowns qui sont puissants. Parce que une autre, je me souviens plus si c'était une trilogie ou juste deux combats, mais il y a eu aussi un gros feud entre Matthews et Royce Gracie. Les deux ils se sont affrontés plusieurs fois, puis Matthews a gagné. Ouais, Matt a gagné contre Royce, ouais. Ouais, mais Royce, à ce moment-là, il devait approcher les 40 ans. Puis on s'entend que, en tant que fighter d'MMA, surtout que le sport commençait vraiment à être un sport. Lui, il commençait à être beaucoup déclassé de sa gang, là, je veux dire, il était loin de ses bonnes années Matt de Jiu-Jitsu. Là. Vraiment fort en lutte. Vraiment, vraiment fort. Puis c'est le counter au Jiu-Jitsu. Tu sais, comme si t'es pas capable de faire le tour du bras du gars puis de le bouger parce qu'il est plus fort que toi puis qu'il comprend ce qui va se passer. Ouais. C'est comme il faisait des snakes, il lève le gars un bras puis il peut le smasher à terre. C'est comme un moment donné... Exact. À quel point il est fort puis les gens semblent pas le réaliser, puis probablement beaucoup de personnes sont pas au courant, mais pour moi, Matthews, c'est pas juste un grand champion, c'est aussi une personne incroyablement touchante, puis un exemple de détermination, puis même de survie. Ce gars-là, il s'est battu pour sa vie, littéralement, parce qu'à un moment donné, une fois qu'il avait pris sa retraite, il rentrait chez lui en voiture, et il est jamais rentré chez lui, parce qu'en traversant un chemin de fer, un train a frappé son char démoli comme c'est pas permis. Le gars, il se réveille à l'hôpital après des semaines de coma, puis personne pensait qu'il allait se réveiller. Il a dû réapprendre à parler, à marcher, même à manger normalement. Il était plus capable de rien faire du tout. Pour être encore la personne, en tout cas, il est insane. Il est vraiment comme touchant. Il y a 2 seules personnes dans toute l'histoire, genre de la UFC, qui ont enlevé sa ceinture. Il y en a un qui a changé de ligue, puis l'autre, c'est GSP. GSP qui est probablement dans le top 3 full-time, toute division confondue. Ouais, facile. C'est BJ Penn. Puis à ce moment-là, BJ Penn, il se battait lightweight.
Il voulait se battre pour la ceinture. Finalement, c'était pas arrivé. En fait, c'était arrivé, mais ça avait été une égalité. Fait qu'ils avaient enlevé la catégorie lightweight. Il avait monté welterweight. Il avait battu Matthews. Et au lieu de continuer, il a résilié son contrat. Il est allé se battre au Japon dans le K1. Yes. C'est là qu'il s'est battu contre un futur champion de la UFC en poids lourd. Il est passé de 155 à 170 à aller au Japon à se battre, puis il faisait 195 livres dans son combat. Il était gras, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais surtout, il a pris combien de ce poids-là? Il l'a pris en combien de temps? Ouais, ça devait être Parce que tu prends, mettons, 15 livres en dedans d'une couple de mois. C'est beaucoup, là, 15 livres en dedans. Faut que t'en manges du beurre, là, tu sais. Puis, pire encore, prends 15 livres de muscle en une couple de mois, c'est beaucoup, là. Yes. Puis Matthews, il s'est rebattu contre lui, il a perdu encore une fois. Même chose avec Georges Saint-Pierre, mais ces trois-là, ils étaient considérés comme le trio infernal, les trois meilleurs combattants de leur époque. Définitivement. Fait qu'on passe maintenant au 4e Infamous du Hall of Shame. Oh my god, comment tu veux que je suive ça? Allen. Kenneth Allen, qui était le punching bag humain. Ok, si vous connaissez pas Kenneth Allen, c'est normal. Ok, c'est pas quelqu'un qui a il y a même pas de, il y a pas de Wikipédia, là. C'est vraiment, dans le fond, là, Kenneth Allen, sa fiche, là, est de 1 victoire et 42 défaites à ce jour. Ok. Sa job, c'est d'être sorti pour remplacer du monde qui peut vraiment pas être là. Fait que sa job, c'est littéralement de perdre pour qu'il y ait quand même un show. C'est ça sa job. Et le gars, il est pas particulièrement impressionnant. C'est un gars, tu sais, j'ai ses dimensions ici, il est 5 et 8, 170 livres. Donc, à la limite, il est plus petit que moi, puis moi, je suis pas bien gros. Puis le gars, c'est ça, c'est que sa job, c'est littéralement quand il y a personne qui se pointe, mettons, mais qui veut garder le match sur la carte, il appelait Keith Allen. Puis Keith Allen, lui, c'est pas un athlète, il s'entraîne pas régulièrement, c'est rien qu'un gars, tu sais, c'est un gars qui chill avec c'est comme un ami des amis, il chill avec des gars qui font du UFC, puis là, ils font juste comme, hey, 500$, tu te battes? Il fait comme, ouais, moi, me batte, moi. Mais tu sais, il est pas bon, là, mais il est pourri. 1 sur 42. C'est ça. Puis là, moi, j'ai une petite théorie du complot, dans le fond, là-dessus, qui dirait que, dans le fond, Keith Allen, il est vraiment bon, tu sais, c'est pour ça qu'il continue de le rappeler. C'est juste que, lui, sa job, c'est de dropper, tu sais, c'est de tomber pour être sûr que, genre, il y ait des victoires aux autres qui sont promus. Genre, le gars, je sais pas combien d'argent il a fait en carrière. Pas beaucoup, là, parce que ça doit être à coût de 1000$ puis à coût de 500$ qu'il l'appelle, là. Mais je veux dire, oh my God, le gars, il a 42 défaites. Se faire péter à gueule 42 fois, ça fait mal. Oh my god. Puis la seule victoire qu'il y a eu, c'était une soumission. Il y a eu une soumission dans ses défaites. 31 soumissions, 2 décisions, puis 8 TKO. Fait que le gars, il est juste pas bon dans son ground. Il ramène ça au sol, puis il se fait tout le temps ramasser. Il est pas bon. C'est juste vraiment... C'est un des gars qui a la pire fiche de l'histoire de la UFC. Mais c'est pas un fighter. C'est un genre... C'est un bench warmer, là. C'est un remplaçant. Personne le connaît, mais il est là. Il a été là pendant... Écoute, il a été là pendant genre 6 ans. Il a eu une carrière de 6 ans où est-ce qu'il a fait 42 combats. 43 combats. Wow. Ouais. Le gars, il a perdu 42. C'est tout ce qu'on a à dire sur lui, c'est parce que c'est drôle. C'est comme, c'est legit un punching drôle. bag. Il y a juste rien à dire. C'est juste la bitch de service. Non, mais comme... rendu là, c'est un kink, là. Il est masochiste. Il aime ça se faire battre. À la limite. Puis c'est drôle parce que, tu sais, la UFC, d'habitude, ils ont tendance à juste dropper des fighters quand ça marche pas, tu sais. Tu sais, là, quand t'es pas bon, là, pis que tu gagnes pas, là, maintenant, ils vont te dropper, là, ils vont faire comme, on va arrêter de te promouvoir, t'as plus de match. Ils l'ont gardé pendant 6 ans. Ah, c'est peut-être avec lui qu'ils ont appris, justement. Ouais, c'est peut-être avec lui, effectivement. Là, avec lui, là, faut qu'on mette un barème à partir de tant de défaites, faut les mettre dehors de la ligue. Oh my god, c'est qui est pas bon. Okay, on va passer au dernier des famous Hall of Famer, le numéro 5, Chuck Liddell lui-même. Le visage de la MMA au début des années 2000, c'est lui qui finit le Hall of Fame des années 90 à 2000. Il est littéralement le stéréotype de la MMA pour cette année-là. Ah, pas juste le stéréotype du MMA, là. De tout l'univers, là, MMA. Pas juste le fighter, le fan, celui qui consomme, qui en parle, tout. Moi, je veux dire que ce gars-là, c'est un nain. OK? Oui, un nain comme dans Lord of the Rings. Fucking musclé.
Tout ce qui manque, c'est parce qu'il y a toujours la power mustache avec le bout de bill, mais tout ce qui manque, c'est une grosse barbe, mettons, avec des tresses dedans, puis des affaires de même, puis un marteau de guerre, puis un shield, puis that's it, là. C'est un dwarf, là, je veux dire. Il rentre dans l'univers de Tolkien en claquant des doigts, puis tout le monde believe. Est-ce que t'as ces dimensions, t'as ces mensurations, Je sais pas avec... Toi, c'est quoi? Il est 300 livres. Répète-moi ça, il est 6 pieds 2? Non. Non, mais oui, il est 6 pieds 2. Mais il est pas 300 livres. Non. Attends, Il se battait à 205. Il se battait à 205. Fait que pendant ses combats, il devait être à peu près 220. Ouais, entre 220 et 205. Je vais te dire ça. Une petite boule de muscle, pour vrai. C'est le gars le plus trapu, musclé pour sa taille qui a pas de sens, là. Pied 2, 205 livres en général, ouais. C'est ça. Puis, et ce qui est intéressant aussi avec lui, c'est que lui, il a un background d'arts martiaux national. Lui, il vient du Kempo. Il a une deuxième dan en Kempo, si je me trompe pas. Il était ceinture noire déjà en Kempo quand il a commencé. Puis le Kempo, c'est le style de karaté probablement le plus street qu'il n'y a pas, là. Dans les c'est genre... Parce qu'il y a trop de styles de karaté. Ouais, c'est sûr, mais tu sais, c'est genre... On dirait que c'est du monde de Kyokushin qui ont regardé le Krav Maga puis qui se sont dit « Ah ouais, c'est une bonne idée. » C'est un peu... écoute, je peux te parler du Kempo pendant longtemps. Là. Moi, je connaissais un peu le Kempo, mais tu sais, le concept un peu du Kempo, c'était de dire... ça vient d'un gars qui s'appelle Ed Parker qui faisait du karaté, que lui, il se promenait puis qui chillait parce que c'était une petite célébrité dans ce monde des arts martiaux-là, où est-ce qu'il chillait avec Chuck Norris, un peu avec Bruce Lee, puis avec nanana. Puis lui, quand il a parti son Ed Parker Kempo karaté, il a vraiment juste pris son karaté, puis il a rajouté genre toutes les autres affaires qu'il trouvait le fun des autres styles qu'il côtoyait, que ce soit de la lutte, que ce soit du judo, des trucs comme ça. Fait que c'est super américain. C'est comme l'art martial officiel américain, là, littéralement. Ben, c'est comme du Young MMA. C'est comme s'il avait essayé de créer sa propre version d'un art martial mix. Ouais, genre, peut-être pas mix parce que à ce moment-là, c'est considéré comme étant street, puis c'est très street-esque. Mais c'est littéralement, c'est du Ameridoté, mais genre, c'est littéralement ça, là. Ameridoté, là. C'est pas mauvais, c'est bon là ce qu'il fait, tu sais, il y a des belles affaires dans le Kempo, c'est juste que c'est très américain là. Tu vois que le gars il a fouillé de partout. Ben Chuck est très américain aussi là, tu le vois qu'il représente le redneck 10 facilement, puis il n'a pas de cou, des épaules qui n'en finissent pas, une tête toute cabossée, plate sur le top, avec un mohawk dégueulasse, le mouchoir par en avant et des kanjis tatoués sur le crâne. Il y a rien de plus redneck et de plus 2005 que ce gars-là. C'est sûr que ce gars-là a un pick-up en or, tu sais, tu peux pas. Ouais, avec des chandails tap-out. Tu sais, il rentre je pense en 1998 dans MMA. Il gagne ses 2 premiers combats par unanimous decision. Les juges, à l'époque, ils capotent comment ce gars-là est agressif. Il donne des coups comme si c'était une mitraillette. Il arrête jamais. Des coups, il est précis, puis ses fights sont super le fun à regarder. Là. Si vous aimez ça, ben des échanges de coups de poing, là. On le surnommait The Iceman parce que le gars, il bloquait pas. Il mangeait dans sa face, il se faisait jamais mettre KO. Le gars, il a écouté Bloodsport trop souvent. Il est comme the best strategy is to trade one for one. Mais, vu que c'est un nain, puis il y a comme plus 2 en charisme, ben les nains sont capables de comme bloquer avec leur face, avec leur tête, parce qu'ils sont trop solides. C'est ça. Pas charisme, il est full concis. Un charisme. Un barde nain. On a tellement mangé de shots en carrière que Dana White a signé un contrat avec lui pour ne plus jamais qu'il se batte. Parce que lui et Dana White sont comme ça. Dana White, qui est le président de la UFC, on peut dire qui a modernisé le MMA, qui en a fait le sport qu'on connaît aujourd'hui. Dana White, à ses débuts, il était gérant de Chuck Liddell et de Tito Ortiz et également leur entraîneur de boxe. Très rapidement, Tito et Chuck ont commencé à devenir des rivaux parce que les deux, ils se battaient dans une catégorie différente. Au tout début, Tito, il était dans light heavyweight avec Chuck.
Puis Tito est rapidement devenu la face du UFC, il est devenu champion light heavyweight. Après ça, il a droppé pour aller dans les middleweight parce qu'il était quand même petit pour cette catégorie-là. Éventuellement, Chuck, sa carrière a fini par décoller vraiment solide, mais même sans être champion, tout le monde disait que c'était un des meilleurs combattants de son époque. Puis quand il est finalement devenu champion light heavyweight, tout le monde disait OK, mais là, faut que lui et Tito se battent, là. Faut que ça se donne, là. Puis Tito, il refusait tout le temps de se battre avec lui parce qu'il disait ouais, mais c'est mon ami. On va pas se battre entre amis. Puis Chuck lui a répondu non, on n'est pas amis. Ouais, c'est ça, je te confirme qu'on n'est pas amis, fait que c'est pas une bonne raison, là, mais... On n'est pas amis. Je veux ta ceinture. Du petit drama d'amis de quartier, là. Moi, c'est tout ce que j'avais à dire sur Chuck. Chuck, il l'a battu. C'est là que Tito a descendu en middleweight, justement, parce que le light heavyweight était rendu fermé pour lui. Et Chuck, qui est quand même monstrueux comme gars, on le surnommait The Ice parce qu'il mange des shots, il ne s'effondre pas, puis il va reprendre tous les coups. Et impossible à faire tomber, le gars avait quand même un sérieux background en lutte, qui faisait en sorte qu'il avait la meilleure défense de takedown de son époque aussi. Fait que les combats restaient toujours debout, puis où est-ce qu'il gagnait? Lui, en kickboxing, les coups, lui, ça lui fait rien. Il s'en fout. Il a pas de coups. Pas l'étrangler, il n'y en a pas de coups. Il est né avec une tête de nain, full consti, avec laquelle il peut bloquer puis donner des shots. C'est quelque chose à rajouter sur notre petit nain favori? Oui. Son combat contre Randy Couture est un combat légendaire. C'est vrai. Et c'était un très grand retour de Randy aussi. Ça donne encore plus de crédit à Monsieur Captain America d'avoir réussi à battre celui qui était considéré probablement comme le plus grand champion de ces années-là, de cette année-là en particulier, quand Chuck était champion, personne pensait que quelqu'un pouvait le battre. Randy Couture revient à 41 ans, il prend sa ceinture. Ouais, mais c'est fou parce que Chuck, il a fait perdre sa ceinture, mais c'est si Chuck il avait pas fait perdre sa ceinture puis que Randy avait pas comme pris sa retraite, ça aurait pris bien plus de temps avant qu'il soit dans le Hall of Fame. Il l'a juste propulsé dans le Hall of Fame comme 6 ans plus tôt. Vu de même. Mais c'est vrai que ce fight-là est vraiment intéressant. Si vous voulez aller le voir, le Randy Couture contre Chuck Liddell, le fucking bon fight. Dernière chose sur Chuck, c'est aussi une des plus grandes déceptions du MMA de ces années-là. Vu qu'il y avait la grosse rivalité entre la UFC et le Pride, Chuck était devenu champion, Chuck était rendu le visage du UFC après avoir battu Tito. Il y avait enfin eu un accord entre le Pride et l'UFC pour qu'ils s'échangent des combattants le temps de quelques combats. Fait que Chuck était parti au Pride pour aller se battre là-bas. Et c'était un tournoi qui était organisé ce soir-là. Fait qu'il devait faire tous les combats dans la même soirée. Et il a gagné son premier combat, si je me trompe pas, puis le deuxième, il l'a perdu. Ou c'était le premier qu'il a perdu. En tout cas, il s'est battu contre... Il s'est pas rendu loin dans Pride, ça c'est sûr. Il s'est battu contre Rampage Jackson, qui était quand même connu au Japon à ce moment-là, mais qui avait pas encore l'étoffe d'un champion. Puis c'est là qu'on a commencé à voir justement toutes ces futures stars des années 2000 popper. Yes. Mais l'idée, dans le fond, c'était qu'il aille s'opposer au Vanderlei Silva, qui était le champion middleweight du Pride, puis le middleweight dans le Pride, c'était l'équivalent du light heavyweight dans la UFC. Puis c'était le combat que tous les fans de MMA sur la planète attendaient. Finalement, il n'a pas eu lieu. Il a eu lieu quelques années plus tard quand Wanderlei est allé se battre dans la UFC finalement. Mais là, il était rendu un peu vieux, puis le combat était quand même moins intéressant. C'est pas grave, on les prend pareil, esti, pour l'histoire. Mieux vaut tard que jamais, tabarnak. Exactement. Moi, je vais les regarder se battre à 85 ans, s'il faut. Donne des coups de marchette. Pour terminer l'épisode... Attends. Ouais. Dernière... Vas-y. Tu sais, on parle de Randy Couture comme le plus vieux à avoir remporté une ceinture, un des plus vieux à s'être battu en pleine carrière à 47 ans. Chuck, il est retourné il y a 2 ans de ça, 3 ans de ça, se battre pour finir la trilogie contre Tito Ortiz. C'est vrai. Il est allé se battre à 51 ans. C'est le combat le plus dégueulasse et le plus triste que j'ai vu de ma vie. Dana White avait signé un contrat avec lui pour l'obliger à prendre sa retraite et à ne plus se battre, et il le paye 125 000 par année pour pas que Chuck se batte.
Pourquoi? Parce que Chuck veut tout le temps se battre. Je veux me battre à 80. Tu sais, quand faut que tu donnes 120 000 $ à quelqu'un par année pour pas qu'il se batte, là. Ouais. Il y a une entrevue qu'on peut trouver de Chuck qui passe à un journal télévisé où il s'endort littéralement avec une coulisse de bave en plein pendant l'entrevue, tellement il a de CTI, tellement il a de commotion. Ben oui, c'est sûr. Chuck, il est plus là. Peut-être pour ça qu'il veut tout le temps se battre, il est juste comme achevez-moi, tabarnak. Tuez-moi! Les Je veux mourir dans l'octogone! C'est pour ça qu'il bloque pas, il est juste comme c'est-tu le coup finalement qui va m'achever? Je veux mourir on the battlefield. Voilà. Il chuchote à l'oreille de son opposant. Tue-moi! Tue-moi. Le gars, il est comme, what the fuck, non? Chuck Liddell, il va mourir, genre, il va se stabber dans le chest, puis il y a un autre gars qui va être chopper la tête avec un katana, genre. Ouais. Et ça marchera pas parce qu'il n'y a pas de coup. Le katana, il va bloquer dans l'épaule. Ah! Fait que... C'est la fin de Chuck Liddell? Est-ce qu'il y a encore d'autres facts ou... Non, c'est la fin, là. Il peut plus se battre, il peut plus rien faire. Il peut plus rien faire. Il a pas On le lui droit. donne l'argent pour qu'il fasse plus rien. Fait que pour terminer, le Hall... Je le fais, là. Ah ouais, moi aussi. Si on me donne 150 000 pour me battre, je le prends. Ah, moi, je fais déjà ça gratis. T'imagines-tu si tu me payes en plus? C'est ça, exactement. Si tu me payes pour faire quelque chose que je fais déjà, ça va me faire plaisir. Ça fait comme le mime comme You guys have been paid? Tu sais? What? I was doing it for free all that time! Mais ouais, fait que le Hall of Infame, le dernier Shame Fighter que GM m'a sorti, c'est Taro Akebono. La raison qu'il est sur la liste, c'est qu'autant qu'il a été un excellent sumo, il a eu une excellente carrière de sumo. À chaque fois que ce gars-là il a essayé de faire d'autres choses que du sumo tori, pourri ben raide. Pourri, là, comme catastrophiquement pourri. Mais le gars, il est Yokozuna. Pour ceux qui savent pas, Yokozuna, c'est pas le nom de quelqu'un. C'est le titre qui est décerné quand t'es le plus meilleur sumo, ok? Quand t'es rendu assez gros pis assez dégueu pour te faire appeler Yokozuna, t'es un big shot dans le sumo. Donc, Monsieur Akebono, je vais vous donner ses dimensions. Il est 5 et 8 et il pèse 514 livres. 514! C'est plus capable de vivre! 514 livres. Et Il envoie se battre. Il a fait... Attends, je l'ai ici. Ok. Panoramique. Il a fait du kickboxing et il a fait du mixed martial art. Et sur ces... Il a fait du kickboxing, c'est tellement le gars est pas capable. Le gars est tellement obèse, il est tellement gros, il peut même pas lever sa jambe pour kicker. Okay, donc c'est sûr qu'il n'y a pas de footwork, il n'y a pas de jeu de jambes, il n'y a pas rien. À la limite, il y a ses points. Le problème, c'est que... Hein? Ses chevilles vont lâcher s'il essaie de... C'est ça, c'est que le gars, il est tellement immense que comme, quand il est là, il se tient, puis il est tellement grand, il est tellement gros qu'il peut pas aller nulle part. Il peut juste rester puis faire comme de même. Mais il est tellement gros qu'il n'y a pas de reach. Il n'y a pas de reach, vraiment. Fait que il y a le pire body build qu'il n'y a pas sa planète. Il est absolument horrible, ok? En kickboxing, il a juste gagné un match sur les 10 qu'il a fait. Je suis vraiment surpris qu'il ait gagné un match, ok? Le gars, il a frappé puis il s'est fait mal puis il a abandonné. Écoute, c'est probablement ça. Après ça, en mix MMA, il a fait 4 il y a 4 matchs, il a perdu les 4. Toutes aussi dégueulasses les uns que les autres. Il est nul à chier, il est pourri, il est trop obèse pour rien faire. C'est rien qu'un gros. Il est pas capable. Je comprends que c'était un bon sumo, ok? Il faisait bon, c'était bon dans ce qu'il faisait. Mais ça, le sumo, là, c'est vraiment pas bon dans les autres affaires. C'est pourri dans le reste. Là, tu vas prendre quelqu'un qui est pas un athlète comme, mettons, les gens qui sont comme à Pride, ou qui sont à MMA, ou qui sont au UFC, whatever. Et là, tu vas prendre le gars le plus gros, le plus slow, le moins mobile, le gars avec le moins de reach. Il peut pas, il y a pas de ground game, parce que, je veux dire, une fois qu'il est à terre, il peut pas se relever, il paye 514 livres. Je veux dire. Puis il tombe, c'est fini. Le mieux qui pourrait arriver, là, c'est qu'il tombe dessus. C'est comme la seule façon qu'il y ait du ground game, c'est s'il tombe dessus. L'autre affaire, c'est qu'il peut pas se déplacer. Fait que toi, tu peux tourner autour de lui en y faisant tout. Il y a rien que tu peux faire. Il y a rien que tu peux faire. Il est trop gros, il est trop dégueulasse. Puis il y a un record de merde. Et il est reconnu pour se faire péter la gueule vraiment comme
vraiment solide parce que vu qu'il est gros, il est quand même fait solide. Donc, il peut manger beaucoup de punishment avant de tomber. Donc, les fights durent quand même assez longtemps. Il en mange la volée avant de tomber. Miam, miam! Mon nouveau régime des coups de poing sur la gueule. Ah, gars, écoute, c'est l'enfer, là. Écoute, moi, je l'ai vu, j'ai regardé des combats de ce gars-là, j'étais juste comme, oh my god, mais va-t'en. Change de job. Va-t'en au buffet, man. Genre, t'es pas, t'es comme, sors de là, t'as pas d'affaires, là. Monsieur Akabono, le pire sumo de l'histoire de la MMA. C'est un niveau de poids où chaque pas que tu fais te fait brûler plus de calories que... T'es 2,5 personnes. Je sais pas quoi dire de plus là-dessus. Genre... Il y a rien à dire, ça fait aucun bon sens. 5 pieds 8, j'ai dit un fact. Ouais. C'est plus petit que nous trois, mais c'est 2,5 fois et plus nos poids. Oh mon Dieu, mais j'ai un petit haut le cœur en ce moment. Ben, écoute. Ça fait quand même des freak shows de combat divertissants à aller regarder, là, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Qu'est-ce que tu veux faire? Le seul combat qu'il a gagné, j'essaie de trouver son combat qu'il a gagné. Je l'ai ici. C'est contre un japonais qui s'appelle Nobuaki Kakuda. En 2005. C'est ça. Puis il a gagné par décision unanime. Fait que c'est même pas un KO ou quoi que ce soit. 513 livres, t'as jamais gagné par KO. Écoute, c'est un des seuls à avoir perdu contre Giant Silva. Pour ceux qui savent pas c'est qui Giant Silva, c'était un Brésilien. C'était littéralement un freak show, là. C'était un immense dude avec des longs cheveux. Écoute, c'était un gars de WWE. Il était 7'2", 385 livres. Il était reconnu pour être juste dégueulasse lui aussi. Il a même pas gagné contre lui. Même pas. Je pense que c'est la seule victoire que lui a, c'est contre lui. Nul à chier. C'est tout ce que j'ai à dire sur Monsieur Akebono. Et c'est ce qui va mettre fin à l'épisode Hall of Fame. J'espère que vous avez apprécié tout le monde, puis au plaisir de se voir sur une prochaine vidéo. Oh non, moi j'ai un haut le cœur, là. On te laisse aller vomir, puis prochaine fois, on t'envoie des meilleurs fights. On s'en va au buffet. On s'en va au buffet. À plus tout le monde.